Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Dans ce webinaire, en fait, qui est le dernier de notre cycle de conférences, et si le système carcéral nous était compté. Dans ce dernier chapitre, nous allons évoquer la thématique du capitalisme carcéral et de la justice de classe. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne nous ont pas suivis avant, cette conférence s'articule au sein d'un cycle de conférences qui a déjà pu aborder plusieurs thèmes, notamment la notion de racisme au sein du système pénal et la question de lien entre les luttes féministes et le système pénal. Donc, ces deux conférences, petit moment pub, sont déjà disponibles en replay sur notre page Facebook. Et donc, si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à y aller, c'était super intéressant. Alors, après ces deux conférences, on a la conférence d'aujourd'hui où nous parlerons donc du lien entre le système pénal et le système capitaliste avec nos deux intervenants que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et la semaine prochaine, je continue un petit peu ma pub, nous aurons l'occasion de réfléchir de manière collective autour des analyses et des problématiques que nous avons soulevées ces dernières semaines. Et nous allons donc transformer ces conférences théoriques en du savoir beaucoup plus pratique, notamment avec la présence de Claire Hugon, où nous pourrons discuter alors concrètement sur la mise en place d'un autre système que celui que nous critiquons depuis quelques semaines déjà. Alors aujourd'hui, concrètement, comment ça va se passer ? Il y aura deux parties pour les habitués. Vous êtes un petit peu rodés. Une première partie où on aborde le sujet de manière concrète avec nos intervenants de qualité. Et ensuite, la seconde partie sera destinée alors à répondre à vos questions. Vous pouvez passer par le chat, il me semble, ou les commentaires sur Facebook. On a une équipe derrière qui va relier toutes les questions. Alors, allons-y directement dans le sujet. Je vais vous présenter nos deux intervenants. Nous avons Anaïs Engel de l'Université Rennes 2, qui fait partie des économistes atterrés. Elle est maîtresse de conférences en économie à Rennes 2, du coup. Elle est spécialisée dans le domaine de l'économie politique et ses travaux portent notamment sur les politiques judiciaires et pénitentiaires. Bienvenue à elle. Merci. Alors, face à elle, si je puis dire, nous avons Harold Sachs, qui est avocat au sein du cabinet Legalia. Il est également membre de la commission pénitentiaire du barreau de Bruxelles et coprésident de la section belge de l'Observatoire international des prisons. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié ou que je n'ai pas écorché vos... Très bien. Ça va, super. Et donc, sans plus attendre, comme ça on aura plus de place pour les débats et les interventions, je vais commencer directement avec notre première question. Donc, je m'adresse d'abord à Anaïs pour répondre à cette question et ensuite Harold aura également la parole, environ 5 minutes chacun. La question est la suivante. Le droit pénal actuel a été conçu comme une réponse aux abus des pouvoirs royaux du Moyen-Âge. La justice était différente selon la classe sociale. Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que les classes populaires sont sur un pied d'égalité avec les classes bourgeoises en ce qui concerne l'application du droit pénal ? En 5 minutes, Anaïs, bon courage. Merci beaucoup. Déjà, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et d'aborder cette question si passionnante. Bon, pour répondre à cette question, en fait, effectivement, en 5 minutes, j'ai eu un peu de mal à synthétiser, mais on reparlera dans la question suivante, je crois, un peu de l'aspect historique. En tout cas, aujourd'hui, la justice, effectivement, elle reste très différente. Bon, selon la classe, on a effectivement une justice de classe. Elle est différente également selon le genre, elle est différente selon la race. Donc, il y a deux dimensions que vous avez déjà traitées dans vos conférences, la justice genrée, on va dire, et la justice de race, si je ne peux pas mettre l'expression. Parlons un peu de la justice de classe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas du tout parler d'une justice équitable selon la classe sociale, hein, loin de là. On peut vraiment parler de justice de classe, à l'inverse. En tout cas, beaucoup de travaux sociologiques le montrent. Il y a plusieurs dimensions. Donc, la classe sociale, c'est d'abord, évidemment, mais pas seulement le revenu. Et effectivement, déjà, le revenu joue un grand rôle, notamment dans les procès. Par exemple, avec différents niveaux de revenus, on n'a pas accès au même niveau de défense, on n'a pas accès forcément au même type d'avocat, à la même représentation.
Mais c'est la classe sociale, c'est pas seulement le revenu, c'est aussi beaucoup d'autres choses, hein. C'est notamment tout ce qui est l'aisance sociale, on pourrait dire, tout ce qui est par exemple l'expression de la personne lors de son éventuel procès, tout ce qui est même les vêtements qu'elle porte, l'allure qu'elle aura, etc. En fait, ça va être tous ces éléments qui vont faire que les personnes, elles vont être plus ou moins à l'aise avec les codes de l'institution. L'institution judiciaire, c'est une institution plutôt bourgeoise avec ses codes assez affirmés, un langage soutenu, une façon de se tenir, des codes sociaux, hein, qu'effectivement les classes populaires ne maîtrisent pas forcément. Bon, donc on observe en tout cas deux choses. Donc d'un côté, on observe que les classes sociales supérieures, elles vont mieux déjouer la violence un peu symbolique de l'institution, c'est-à-dire qu'elles vont être plus adaptées à cette violence symbolique, elles vont notamment savoir mieux se présenter, elles vont être mieux accompagnées, elles ne vont pas récuser la parole du juge, elles vont rester calmes, par exemple, ce genre d'attitude. Et d'un autre côté, on a les publics donc de classes plutôt populaires, on va dire ceux en plus grande difficulté sociale, envers lesquels la justice va être plus sévère. Donc ça se traduit avec différentes choses, hein. Par exemple, on a pour les catégories populaires, on observe qu'il y a plus souvent des passages en comparution immédiate. Alors en France, c'est une forme de procédure où on va être jugé plus rapidement. L'avocat, par exemple, ne va avoir le dossier qu'une demi-heure avant, donc c'est une façon extrêmement rapide, hein, de préparer la défense. Bon, on va être plus souvent donc, jugé dans des conditions assez désavantageuses. Ça va conduire également à plus souvent de la prison ferme pour ce type de personnes issues des classes populaires. À l'inverse, les classes supérieures bénéficieront, entre guillemets, mais auront plus souvent des amendes. Et également, une fois que les personnes, on va dire issues de milieux défavorisés, sont en prison, on observe également qu'elles bénéficient moins souvent de remise de peine que celles issues des classes supérieures. Donc en fait, on a vraiment, à chaque étape, hein, de processus pénal, on observe un désavantage envers les classes populaires. Et à l'inverse, donc je vais citer le travail d'un de mes collègues, hein, qui s'appelle Alexis Spire, qui est sociologue ici en France, hein, qui nous parle notamment, enfin, qui s'est intéressé à la question son article s'appelle « Des dominants à la barre », donc où il a étudié en fait beaucoup de procès pénaux avec des personnes issues de classes extrêmement favorisées, puisqu'il s'agit en fait de procès pour évasion fiscale et leurs suites éventuelles. Et là, on observe en fait, hein, que ces procès pour grosses évasions fiscales sont donc avec des gens qui sont millionnaires, voire multimillionnaires, elles sont là déjà, c'est déjà pas mal, voilà, donc ont des avocats qui sont extrêmement connus, ont des nuées de journalistes à leur côté, affichent leur légion d'honneur sur leur poitrine, hein, bon, voilà, et mettent en avant tous leurs titres de noblesse, tous leurs actes de bienfait pour la France, mettent même en avant le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont sauvé des Juifs du régime de Vichy, enfin, un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'évasion fiscale en cause, mais qui conduit un peu à les légitimer et donc à asseoir un peu leur prestige symbolique vis-à-vis de l'institution. Donc effectivement, on ne peut pas du tout parler de justice de classe, que ce soit à la fois dans la présentation des personnes elles-mêmes et puis dans la réponse de l'institution qui leur est faite. Voilà, 5 minutes pile d'après mon chronomètre. Je m'arrête. Super, parfait. Je n'ai même pas besoin de faire de rappel. Donc voilà, Harold, le même timing, on espère. Mais merci beaucoup et merci pour l'invitation, mais je ne vais pas aller dans un sens différent de ce qui vient de nous être dit, effectivement. Peut-être dans une focale plus orientée sur la prison en tant que telle. Effectivement, la notion de prison au sens où on la connaît aujourd'hui doit être distinguée de la notion d'enfermement, puisque l'enfermement, la pratique de l'enfermement, elle a existé, je crois, quasi de tout temps. Puisqu'on a toujours, que ce soit pour des motifs judiciaires, politiques ou sanitaires, on a toujours renfermé des gens pour garder un détenu en attendant de savoir ce qu'on allait lui imposer comme châtiment ou en attendant de l'exécuter, ou que ce soit pour emprisonner des opposants politiques, ou que ce soit par exemple les lépreux qu'on mettait à l'écart des sociétés et qu'on maintenait à l'isolement. Mais la notion d'emprisonnement en tant que peine, c'est effectivement une notion qui naît fin 18e, et qui naît effectivement avec l'essor du pouvoir bourgeois et donc avec une classe qui va prendre le pouvoir et qui se caractérise par définition par le fait que c'est une classe qui
possède des biens, mais qui ne possède entre guillemets rien d'autre. Et donc, ce qui la caractérise et ce qui fait sa force, c'est sa possession matérielle. Et donc, effectivement, on va voir dans l'instrument même du droit, on va retrouver cette préoccupation de maintenir ce privilège-là. C'est un exemple qu'on donne très souvent, mais par exemple, le code pénal, en tout cas en Belgique, mais qui est largement inspiré du code pénal français, et je pense que les échelles de peine en France doivent être relativement similaires. Le code pénal belge, il prévoit pour des coups et blessures volontaires, il prévoit une peine maximum de 6 mois, alors qu'il prévoit une peine maximum de 5 ans d'emprisonnement pour un vol simple. Et donc, on voit sur un exemple aussi simple que celui-là qu'il y a vraiment une préoccupation à protéger les intérêts de la classe qui prend le pouvoir et qui a enfin la possibilité de faire valoir ses propres revendications. Alors, cela étant, je pense que comme ça vient d'être dit, peut-être que l'opposition, je veux dire bourgeoisie, classe populaire, est un peu simpliste et mérite d'être effectivement affinée, puisque, en gros, et pour schématiser, c'est l'apport de Bourdieu sur ce qu'est une classe dominante ou une classe populaire, et donc il faut distinguer les différents capitaux dont peuvent bénéficier les individus. On parlait tout à l'heure des personnes qui peuvent se présenter devant la justice avec des signes de prestige, les notions de légion d'honneur, etc. Et donc, ça va faire appel à tout ce qu'on appelle le capital symbolique qui permet immédiatement d'identifier une personne et de l'identifier dans un corps social particulier. Et en fait, si on regarde de façon peut-être plus précise le profil des personnes qui sont détenues, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la plupart des détenus sont des personnes qui ont un niveau d'éducation extrêmement bas. Ils viennent généralement de classes extrêmement pauvres. Donc, je crois qu'en France, c'était plus de la moitié qui venaient de classes où on vit sous le seuil de pauvreté. C'est pour la grande majorité des personnes qui sont sans emploi ou qui ont au maximum, je vais dire, eu des emplois sous-qualifiés comme ouvriers. Et alors, peut-être plus spécifiques encore, sont des gens qui ont des rapports familiaux, je vais dire des liens familiaux qui sont plus faibles que ceux qu'on observe dans la société, je vais dire, libre. Donc, on voit par exemple dans les questions qui sont posées sur la connaissance que les détenus peuvent avoir du métier qu'effectuait leur père ou leur mère, on voit qu'il y a une connaissance moins approfondie du tissu familial. Et c'est aussi des personnes qui ont généralement été désaffiliées des différents réseaux de sociabilisation classiques, et donc famille, travail, école. Et donc, à travers ces caractéristiques-là, on voit que ce sont des gens qui ont en fait des capitaux qui sont généralement des capitaux faibles, que ce soit économiques, social, culturels ou symboliques. Avec peut-être une exception, et ça va un peu faire la transition avec la question d'après, qui est la catégorie des agriculteurs qui sont étonnamment sous-représentés en prison. Et une des explications possibles, alors je ne dis pas que c'est la seule à retenir, mais une des explications possibles, c'est peut-être justement à mettre en lien avec les conditions de naissance de la prison, puisque la prison naît avec l'essor de la bourgeoisie, mais donc avec aussi l'essor d'une forme d'industrialisation, avec un exode rural important vers les centres-villes et avec ce qu'on va appeler des masses laborieuses dont on craint le manque de discipline, puisqu'il n'y a plus effectivement ce contrôle social relativement fort qu'on connaît dans les milieux ruraux et qu'on ne connaît pas dans les milieux urbains. Et donc, la prison va essentiellement viser ces nouvelles classes sociales, ces travailleurs, dans les milieux urbains. Donc, en conclusion de tout ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une justice, clairement une justice de classe, qui ne se limite sans doute pas à l'opposition bourgeoisie-classe populaire, puisque notamment un individu qui, par exemple, est économiquement faible parce qu'il est sans emploi, mais qui est culturellement, je vais dire, fort, on va dire en tout cas avec un important capital parce qu'il serait, par exemple, universitaire, risque moins de se retrouver en prison, notamment parce qu'effectivement, il maîtrise tous les codes du langage. Alors là, je vous avoue que j'ai un doute, je ne sais plus si c'est Geoffroy de la Gannerie ou si c'est Catherine Baker qui en parle dans son ouvrage, mais qui explique qu'il maîtrise les codes qui sont utilisés par les juges. Et donc, il va plus facilement s'en sortir dans l'arsenal judiciaire pour permettre aux juges éventuellement de s'identifier à lui. Et donc, il va éviter plus facilement la prison. Et donc, clairement, il va être traité distinctement des autres individus. Je crois que j'ai plus ou moins respecté le timing. Ouais, super, super. Ben, merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux qui vont dans le même sens et qui répondent parfaitement à la question, en fait. Donc, c'est toujours bien quand on pose une question d'avoir une réponse claire. Donc, ici,
une réponse aussi axée sociologique et qui permet alors des réflexions aussi sur nos interactions de société, sur nos codes et nos langages. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais passer à la question 2. La prison est devenue la peine centrale au cours du 19e siècle. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la naissance de la prison et l'émergence du système capitaliste? Harold, si tu n'es pas essoufflé, tu peux répondre alors. Bon, ça va, je vais reprendre mon souffle. En 3 minutes, si ça te va. Oui, alors c'est effectivement la thèse de Foucault, hein, c'est que la prison va naître dans un contexte particulier. En gros, Foucault va identifier 3 rôles à la prison. Il va dire d'une part, c'est le lieu où on stocke les personnes qu'on élimine de la société. C'est aussi une façon de désigner des individus par ce qu'ils ont fait qui porte, selon les intérêts de la classe dominante, qui porte atteinte à la société. Et puis, c'est un laboratoire des pratiques disciplinaires puisqu'on a un ensemble de corps à discipliner sous la main. Et donc, l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est de pouvoir distinguer pour ce qu'il va appeler le peuple, c'est-à-dire la classe laborieuse, distinguer la classe laborieuse en opposition à la plèbe, qui sera donc c'est les termes que lui emploie, qui sera cette espèce de sous-prolétariat qu'on va parquer dans les prisons. L'objectif, selon lui, qui est derrière, alors c'est pas forcément un objectif conscient, mais c'est le résultat de l'usage qui est fait par la société. L'objectif, c'est de désigner justement cette opposition pour légitimer l'ensemble de l'arsenal de contrôle qu'on peut retrouver dans la société. Et donc, du fait que la masse laborieuse se sent mise en danger par l'existence d'une plèbe qui pourrait leur porter atteinte, il y a une sorte d'instrument de légitimation du pouvoir qui est regardez, ces gens sont en prison. S'ils sont en prison, c'est parce qu'ils sont dangereux. Et comme ils sont dangereux et qu'ils sont en prison, ils sont protégés. Et comme ils risquent de sortir un jour de prison et d'être à nouveau délinquants, il faut mettre en place à l'extérieur de la prison tous des instruments de contrôle pour s'assurer qu'ils soient repérés dans la société et que la justice les attrape. Et donc, vous avez une sorte de continuum où chaque institution vient légitimer la précédente, et ce qui l'amène d'ailleurs à dire que loin de ne pas fonctionner, en réalité, la prison remplit parfaitement la fonction qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire produire cette délinquance et cette inquiétude pour légitimer le contrôle à l'extérieur, et tout ça dans l'objectif de quoi? De permettre à une classe dominante de garder sous contrôle une classe laborieuse, qui, en gros, plutôt que s'occuper de s'opposer à la classe dominante, va s'opposer à la plèbe et avoir peur de la plèbe. Ok, merci. Anaïs, si tu veux répondre à la question aussi ou rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Harold. Effectivement, là encore, je pense qu'on ne va pas beaucoup être en désaccord, de toute façon, ce soir, mais tant mieux. C'est bien aussi. C'est-à-dire que, effectivement, donc, quand Foucault écrit Surveiller et punir, donc, il décrit exactement ça. C'est-à-dire qu'en faisant la généalogie de la prison, il décrit exactement ce que Harold a dit. Donc, c'est-à-dire que, juste un petit point, je ne sais pas si tout le monde a en tête qu'avant le XVIIIe siècle, la prison, c'est vraiment pas une forme de sanction courante. C'est-à-dire que peut-être que ça paraît évident pour vous, mais avant le XVIIIe siècle, en fait, on n'incarcère pas les gens. C'est-à-dire que c'est pas une prison, enfin, c'est pas une forme de peine. En fait, on peut les enfermer, mais en attente d'une vraie peine. Par exemple, en attente du fait qu'ils payent une somme due, ou en attente qu'ils soient, par exemple, torturés, ou ce genre de choses, de suppliciés, ou ce genre de châtiment. Mais en revanche, on n'incarcère pas pour incarcérer. Ce n'est pas forcément un but en soi, ou c'est extrêmement rare. Alors que maintenant, c'est vraiment une peine extrêmement courante. La prison, c'est quasiment la base de l'arsenal judiciaire aujourd'hui, en France, en Belgique, dans tous les pays, dans quasiment tous les pays du monde, à ma connaissance. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de réforme pénale qui a lieu donc à la fin du 19e, à la fin du 18e siècle, pardon, et au début du 19e siècle en France, où effectivement on a la Révolution française, la bourgeoisie qui prend le pouvoir, et là pour pouvoir justement asseoir ses propriétés, en fait, pour pouvoir lutter contre les atteintes aux biens éventuels qu'on pourra lui faire, eh bien commence à beaucoup plus sanctionner les dérives, les infractions à caractère économique. Donc, on a d'ailleurs quelque chose ici qui a été relevé aux États-Unis bien plus tard par un sociologue, encore un, si j'ose dire, mais je les aime beaucoup par ailleurs. Ils sont partout. qui s'appelle Edwin Sutherland, et qui a écrit donc, en 1943 un ouvrage qui s'appelle White Collar Crime.
donc les crimes en col blanc finalement. Et effectivement, il va nous dire en effet que les infractions à caractère économique sont beaucoup moins repérées, mais y compris dans le droit, c'est-à-dire sont beaucoup plus difficiles à caractériser même par le droit. Alors là, du coup, je laisserai peut-être Harold en parler, je ne suis pas spécialiste moi-même, mais sont beaucoup plus difficiles à caractériser que les infractions, enfin, je veux dire, économiques en col blanc, comprenez-moi bien, sont beaucoup plus difficiles à caractériser que celles qui sont, entre guillemets, du tout venant de l'atteinte à la propriété classique. Il prend l'exemple notamment des comment dire, ben justement, je ne sais pas tellement comment dire, mais des escroqueries des industries pharmaceutiques qui apparemment sont en fait monnaie courante. D'ailleurs, peut-être qu'on a tout un exemple aujourd'hui entre l'Union européenne et certaines compagnies. Et c'est vrai que pour les caractériser dans le droit, c'est beaucoup plus compliqué que de caractériser un vol à l'étalage ou même pour le prouver. Donc on a en fait toutes ces catégories de crimes-là qui passent complètement à côté du filet pénal. En fait, on a bien dans les deux sens, hein, ces infractions-là, elles sont beaucoup plus difficiles à mettre au jour et en même temps, on ne fait rien spécialement pour pouvoir y arriver, puisqu'après tout, étant donné que ce sont des gens, il y a beaucoup d'intérêts économiques derrière ça, donc on pourrait quasiment dire que le système judiciaire protège effectivement certaines catégories de personnes, ou au moins les aide à maintenir leurs privilèges. Et enfin, du coup, la dernière référence que je voulais signaler à ce sujet-là, c'est celle de Loïc Vacan, les travaux de Loïc Vacan, notamment sur les prisons de la misère, ou plutôt plus récemment un ouvrage qui n'est pas traduit en français malheureusement, mais qui s'appelle Punishing the Poor, où il montre bien, les travaux de Vacan soutiennent dans l'ensemble que effectivement, on va en général dans une société avoir tendance à beaucoup plus incarcérer les pauvres, pour le dire clairement, pour maintenir l'ordre social, donc exactement comme l'a dit Harold, hein, c'est-à-dire on va donc essayer de faire en sorte qu'en effet, ils comprennent que l'ordre social, c'est l'ordre capitaliste, et que s'ils ne se soumettent pas, eh bien, c'est la prison qui sera la punition. Bon, en France, on a par exemple aujourd'hui la criminalisation du mouvement social des Gilets jaunes qui s'inscrit peut-être dans cette tendance, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup incarcérer à la fois les pauvres pour leur rappeler qu'effectivement, toute dérogation à l'ordre économique est un problème, et on va aussi incarcérer les pauvres qui se révoltent. Si tant est que tous les Gilets jaunes peuvent se qualifier de pauvres, ce que je ne suis pas entièrement sûre, mais en tout cas, on va effectivement criminaliser les révoltes contre le système en place. On va avoir tendance à incarcérer assez facilement les personnes qui en sont issues. Voilà. Peut-être si je peux juste rajouter deux précisions par rapport à ça, parce qu'il y a deux études qui paraissent intéressantes par rapport justement à cette notion de capitalisme et comment est-ce que la prison s'inscrit dans une rhétorique capitaliste aussi. Une première étude qui a été faite aux États-Unis en 1998, qui, de mémoire, l'intitulait, c'est de l'état social à l'état pénal, je pense, et qui en fait a mis en évidence que le profil des détenus et des personnes incarcérées montre qu'en réalité, l'objectif de la prison et son évolution a plus que justement de rappeler les individus dans le rang, a été de camoufler en fait le chômage de masse qui se développait aux États-Unis et donc justement d'invisibiliser toute une partie de la population qui est considérée comme indésirable aux yeux de l'intérêt de la classe économique dominante, puisque une personne qui ne travaille pas par définition est improductive dans ce cadre-là. Et donc, l'objectif a été, l'effet de la prison a été d'invisibiliser, et on a remarqué une inflation gigantesque de la population carcérale aux États-Unis sur une période relativement courte, et qui en fait était tout à fait concomitante avec le chômage de masse. Et alors, la deuxième chose, c'est les travaux de Ruth Gilmore, qui est une géographe américaine clairement connue pour son engagement abolitionniste par rapport à la prison, et qui explique que dans une société capitaliste, je vais dire capitaliste libérale, qu'elle oppose à la société, qu'elle oppose au goulag du capitalisme, qu'elle appelle le capitalisme d'État, elle va dire que l'objectif n'est plus d'avoir une main-d'œuvre bon marché sous la main, comme c'était le cas justement dans les goulags, où il y avait des travaux forcés pour enrichir l'État. L'objectif ici, c'est en réalité de gérer une population qu'on qualifie d'improductive, mais tout en se passant d'investir des budgets dans des politiques sociales. Et donc, l'objectif est vraiment d'économiser tout investissement
sociale au profit d'une population qui effectivement, et le lien entre les deux études est assez intéressant, donc c'est une population qu'on invisibilise et en même temps, donc on se garantit qu'on ne devra pas faire d'efforts en termes d'investissement pour je ne vais pas parler de réinsertion parce que je trouve que c'est un peu un mot valise, mais en tout cas de politique sociale auprès de personnes qui auraient plus besoin d'une aide et d'une solidarité. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses qui convergent de plus en plus et qui amènent des éléments pour décoder un petit peu ce système dans lequel on vit et dans lequel on est vraiment habitué. Pour nous, c'est normal d'avoir les peines et on sent se rendre compte d'où ça vient historiquement et de pourquoi c'est super intéressant. Merci pour ça. Même si le constat est un peu sans appel, si je peux dire que, en fait, justice de classe, capitalisme, tout ça est lié et entremêlé. Ce qui peut être dommage ou pas, on en discutera plus tard. Ce qui nous amène à notre prochaine question. Qu'est-ce que le School to Prison Pipeline, excusez-moi, et est-ce qu'on le retrouve en Belgique ou en France? Voilà, Anaïs, si tu veux te lancer là-dedans en 3 minutes ou 4. Hein. Oui, non, pas de problème. Oui, alors en fait, la notion de School to Prison Pipeline, effectivement, elle désigne un peu le mécanisme social, on peut dire, par lequel on aurait donc des exclus du système scolaire qui iraient donc directement en prison. Mais en fait, là encore, j'ai l'impression que les propos d'Harold illustrent parfaitement ça. C'est-à-dire qu'on a en fait quelque chose où, en effet, hein, bon, moi, ça me rappelle clairement les travaux aussi donc, de Vacan et les différents autres qu'il a cités. C'est-à-dire qu'on a en effet une catégorie de gens qui sont considérés comme improductifs et improductifs, entre guillemets, bien sûr, c'est-à-dire non adaptés au capitalisme, au système capitalisme moderne, qui ne produisent pas suffisamment et donc qui petit à petit vont être aiguillés vers des solutions carcérales. Par exemple, aux États-Unis, ça me fait penser donc à une autre étude qui est faite d'économistes, pour une fois, qui montre que on a effectivement, si on remettait en fait tous les prisonniers américains, tous les détenus américains sur le marché du travail actuellement, selon leurs différentes places sociales et compte tenu des emplois disponibles, eh bien, cela ferait augmenter le taux de chômage américain d'environ 3 points, ce qui est extrêmement considérable et ce qui rapprocherait en fait les États-Unis du niveau de chômage à peu près européen. Donc on a toujours un peu une moyenne européenne de chômage plus élevée que les États-Unis. L'une des explications pourrait être l'incarcération extrêmement massive qu'utilise, qui est le fait des États-Unis. Donc c'est quand même assez étonnant de voir ça. Et donc on voit en fait que encore aujourd'hui, la relation entre prison et travail, elle est extrêmement elle est intéressante parce qu'en fait, certes, par exemple, en France, le travail carcéral, il est interdit depuis 1980. Enfin, il n'est pas interdit, il n'est pas obligatoire depuis 1987. Donc, les détenus ont le choix entre travailler et pas travailler. Bon, beaucoup, en fait, aimeraient travailler puisque, ne serait-ce que parce que ça a une dimension occupationnelle certaine dans un horizon assez, on peut dire même très, très ennuyeux, qui est le quotidien carcéral. Il n'y a malheureusement, je ne sais pas assez, en tout cas, de travail pour tout le monde. Mais en fait, ce qu'on remarque, donc là, en fait, je m'appuie sur les travaux de l'OIP, donc je pique un peu à Harold de ses sources, mais en fait, on remarque qu'elles sont extrêmement mal payées. C'est même, on peut même parler d'exploitation, en fait, du travail carcéral, à tel point qu'il serait plus rentable de faire travailler pour une entreprise privée un détenu dans une prison française que de délocaliser en Chine, compte tenu des coûts de transport. Donc là, on se dit, c'est effectivement, et compte tenu aussi, évidemment, des aides de l'État à embaucher cette main-d'œuvre carcérale. Donc là, effectivement, on dit qu'il y a une notion de mettre, en tout cas, de regrouper ensemble tout ce qu'on pourrait considérer comme, entre guillemets, les rebuts de la société capitaliste. Voilà. Je m'arrêterai là. Oui, pour poursuivre là-dessus, c'est difficile de dire s'il y a vraiment un continuum, je vais dire, prison, enfin peut-être décrochage scolaire, prison. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, la prison regroupe une série d'individus pour lesquels les lieux habituels de sociabilisation sont soldés par des échecs. Et parmi ces lieux, évidemment, le premier, il y a la famille au départ de la vie, mais le plus important, je veux dire, extérieur à la famille, c'est évidemment l'école au départ. Et donc,
c'est pas du tout étonnant si quelque part, là où l'école est en échec, s'il n'y a pas une autre institution qui vient derrière pour combler cette lacune-là, on peut retrouver les mêmes individus. Et donc, si vous prenez la proportion, enfin plutôt le tableau des études des personnes qui sont incarcérées, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique, et plus précisément la Belgique francophone, puisqu'il y a une étude qui a été faite par la communauté française là-dessus, vous voyez qu'en Belgique, il y a 30% des détenus qui n'ont pas de diplôme du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu accès à un diplôme d'études primaires, c'est quand même un détenu sur 3. Vous en avez 45%, donc en plus de ces 30%, 45% qui ont au maximum le certificat d'études de base, donc l'équivalent de la 6e primaire. Et puis vous avez là-dessus encore 20% supplémentaires qui ont un maximum le certificat d'études secondaires inférieures et donc l'équivalent de la 3e secondaire. Donc, si vous faites le total de ces détenus, vous avez 95% des détenus qui sont arrivés au maximum de leur niveau scolaire, à ce à quoi on s'arrête quand on a, je crois, 14 ans, si on ne rate pas à l'école. Et donc, on peut peut-être pas parler d'un lien quasi automatique, puisqu'il y en a qui y échappent, mais par contre, il y a clairement un problème par rapport à l'échec scolaire, ou en tout cas au niveau d'études, et à la surreprésentation de ces personnes-là en prison. Et alors, pour compléter ce qu'Anaïs disait sur effectivement la place du travail en prison, de nouveau, le travail, en tout cas dans nos sociétés, dans nos modèles d'État-providence, le travail s'inscrit dans un complexe plus important qui est la sécurité sociale, qui rattache l'individu à l'ensemble de la communauté des citoyens en âge de travailler. Et en tout cas, pour ce qui concerne la Belgique, effectivement, les niveaux de rémunération sont aux alentours, alors parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus, mais c'est aux alentours d'1 € de l'heure pour le travail, sachant qu'en prison, la plupart des choses que les détenus peuvent se fournir coûtent plus cher qu'à l'extérieur, donc ça laisse un peu imaginer ce à quoi ils peuvent avoir accès avec 1 € de l'heure. Et alors, il y a eu une véritable volonté politique qui a été confirmée par les plus hautes juridictions, dont la Cour constitutionnelle en Belgique, pour confirmer que le travail en prison n'était pas un travail au sens où on l'entend dans le droit du travail, c'est-à-dire qu'il n'ouvrait aucun droit en matière de sécurité sociale. Donc non seulement vous travaillez à des conditions qui sont quand même proches d'une forme d'esclavage moderne, puisque quelque part les détenus sont demandeurs de travail, mais simplement parce qu'ils sont mis dans un tel état d'ennui qu'ils préfèrent encore sortir et travailler gratuitement que de rester enfermés dans leur cellule. Alors en plus de ça, ils n'ont accès à aucun mécanisme de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne les rattache pas à la communauté citoyenne libre, entre guillemets, puisque quand ils sortent, ben, ils n'auront pas droit au chômage, ils n'auront pas droit à l'assurance mutuelle, ils n'auront pas droit à l'assurance maladie invalidité, ils n'auront pas cotisé pour leur pension. Et donc, il y a tout un système autour de ça qui maintient ces individus dans une forme de désaffiliation au reste de la société. Ok, merci beaucoup pour cette discussion, si je puis dire, alors étayée, bien sûr, hein, sur le sujet. Alors, peut-être c'est un sujet belgo-belge, si je puis dire. On est donc sur le site de Aaron, on va construire une prison, une méga prison en partenariat public-privé, en PPP pour les intimes. Et donc, quel problème cela pose-t-il selon vous? Et est-ce que les personnes détenues seront-elles bientôt cotées en bourse? Alors, à partir du moment où on doit faire de l'argent avec les prisons, est-ce que c'est vraiment un système viable? Et qu'est-ce que le capitalisme carcéral en lien alors avec ça? Je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer ou peut-être Anaïs, alors tu abordes… Pourquoi pas, ouais. Pourquoi Allez. pas? Alors, en fait, c'est pas seulement un sujet belgo-belge, en fait, parce que les PPP en prison, il y en a malheureusement beaucoup en France également. Nous avons pas mal de prisons qui ont été construites sur ce type depuis 87, en fait, où on a beaucoup de prisons qui ont émergé. Alors d'abord avec le programme dit 13 000 places, puis 5 000 places, puis bon. Du coup, on a des programmes comme ça qui se succèdent de construction de prisons en partenariat public-privé, mais le problème, c'est que dans la littérature académique sur la question, une grande part de la littérature consiste déjà à se demander ce que c'est exactement qu'un PPP, parce qu'il y en a
beaucoup de formes. Alors, en tout cas, c'est pas forcément une forme d'actionnariat privé, c'est-à-dire que en France, en tout cas, ce qui se passe, c'est que on va déléguer à un partenaire privé la construction de la prison. Bon, d'abord la construction, et puis ensuite, on va lui déléguer, par exemple, la gestion de certains aspects, comme la restauration, les services de cantinage, donc tout ce qui est un peu achat de produits en plus par les détenus en prison. Également, par exemple, l'organisation du travail, la blanchisserie, ce genre de choses. En revanche, normalement, on n'est jamais délégué aux partenaires privés tout ce qui concerne vraiment l'État régalien, hein, donc tout ce qui concerne la garde et la surveillance des détenus, qui là est toujours l'objet de l'État français. Bon, alors en tout cas, la question des PPP, elle pose, à mon sens, de nombreux problèmes, en fait. Elle pose déjà un problème financier, puisque toutes les études économiques sur le sujet, mais qu'elles soient françaises, anglaises, alors j'en ai pas lu de belges, je vous l'avoue, mais en tout cas, toutes celles que j'ai pu consulter sur les PPP à l'échelle européenne en prison montrent bien que ce n'est jamais rentable pour l'État, c'est-à-dire que c'est toujours un gouffre financier, où par exemple, on va payer en fait beaucoup plus cher que ce que l'État aurait pu avoir s'il avait fait appel à ses partenaires réguliers. En fait, l'intérêt du PPP en économie plus généralement, c'est finalement de pouvoir dire on construit une prison à un temps T et le coût sera amorti en T plus parfois 10, 20 ans. Donc en fait, pour les décideurs actuels, c'est très pratique parce que ça permet de faire comme si en fait il n'y avait pas forcément de déficit ou d'investissement à un temps aujourd'hui. Et en fait, le déficit, il sera pour les décideurs prochains. Comme ça, on remet un peu la charge de l'investissement, enfin le poids financier de l'investissement sur les prochains décideurs. Donc, heureusement, maintenant, les différentes lois financières, enfin, les différentes modes de calcul financiers des déficits ont un peu changé récemment au niveau de l'Union européenne, ce qui permet de moins faire cette tour de passe-passe. Mais en tout cas, ça a beaucoup été utilisé dans le passé pour permettre notamment d'être conforme aux fameux critères, notamment de déficit de l'Union européenne. Donc, ça pose des problèmes financiers, parce que c'est extrêmement coûteux et en plus, ça nécessite aussi d'avoir des gens exprès qui vont devoir répondre aux appels d'offres, qui vont devoir sélectionner les meilleurs projets. En plus, l'État est toujours en asymétrie d'information par rapport aux grands groupes qui promettent monts et merveilles, mais bon, ils ne sont pas forcément totalement transparents sur leurs futures actions. Et ça a aussi pas mal de problèmes en termes de délégation d'autorité, puisque par la suite, dans tous les PPP, on en a par exemple ici à Rennes 2 également, quand on veut changer une ampoule, il faut faire appel aux partenaires privés et très très vite, c'est facturé des sommes astronomiques comme 3 000 € parce que les contrats sont très mal négociés par le secteur public généralement. Bon, donc ça pose des problèmes au niveau de l'État, puis ça pose aussi beaucoup de problèmes quotidiens. Par exemple, on a des problèmes de type, quand on regarde concrètement, ne serait-ce que la question de la nourriture qui est servie aux détenus, on remarque que tout ça est inscrit précisément dans les contrats avec des grammages près, au grammage près, que les prestataires privés sont très, très... alors là, il n'y a pas de rab à la cantine en prison, c'est-à-dire que tout est millimétré, donc ce sont des choses qui sont, en fait, ça déshumanise, à mon sens, complètement la relation, si tant est qu'elle eût été un jour humaine, par ailleurs. Mais en tout cas, ça contribue encore plus à sa déshumanisation. Mais du coup, j'en viens aussi à la question du capitalisme carcéral plus largement et à cette question de est-ce que les détenus seront un jour cotés en bourse ? Aux États-Unis, on a déjà des sociétés de gestion de prison qui sont cotées en bourse. D'ailleurs, je pense que c'est des sociétés dans lesquelles, si vous avez de l'argent à placer, c'est toujours rentable d'investir. Le marché ne cessant de grossir, ce sont des sociétés qui, à mon sens, ne feront malheureusement pas faillite à l'avenir. Mais plus que ça, on a en fait ce que Loïc Vacan appelle, Loïc Vacan avec d'autres, appelle un complexe carcéro-industriel, où on a en fait des industriels qui gèrent, des entreprises qui gèrent finalement des prisons, qui gèrent leur construction, qui gèrent aussi leur gestion aux États-Unis, et donc qui vont avoir un intérêt financier à ce qu'il y ait le plus possible de gens incarcérés. Et c'est là où ça devient extrêmement grave, parce qu'on a en fait des intérêts économiques vraiment là concrets à incarcérer de plus en plus de gens, notamment avec des lobbies qui vont influencer les politiques d'enfermement. Loïc Vacan montre par exemple très bien le lien entre ces actions de lobby aux États-Unis et la loi Street Strikes and You're Out, où à partir du moment où vous avez fait 3 infractions, vous êtes incarcéré à perpétuité. Bon, donc ça, ce sont des choses qui sont hallucinantes d'un point de vue européen. Pour l'instant, on n'est pas là en Europe, je vais pas vous rassurer en disant ça, mais effectivement,
on voit bien quand même l'intrication entre intérêt économique et incarcération, même pas seulement pour maintenir le système en place, mais pour faire de l'argent maintenant, concrètement, grâce à une population incarcérée qui sert en fait de produit finalement. Harold, pour rebondir, compléter, Oui, mais continuer la réflexion. ça va vous étonner, mais de nouveau, on va être d'accord. Hein, le problème des, voilà, le problème des PPP, alors en Belgique, ils sont relativement bien définis pour ce qui concerne, en tout cas, les prisons, puisque c'est défini comme un partenariat public-privé dans lequel le privé s'engage sur un modèle qu'on appelle DBFM. Et donc, c'est dessiner la prison, la construire, la financer, donc en financer la construction et son utilisation, et en assurer je veux dire, la maintenance. Le tout, évidemment, contre une redevance annuelle. Pour ce qui concerne la prison d'Arren, elle est planifiée sur 25 ans. Et effectivement, l'unique intérêt de ça, c'était à l'origine une forme de tour de passe-passe en ce qui concerne les inscriptions comptables dans un budget, puisque quand l'État belge programme la construction d'une prison et son coût sur 25 ans, il doit budgétiser ce coût sur une année, alors que là, en fait, chaque année, il va annualiser la redevance qu'il paye aux partenaires. Et donc, effectivement, ça permet de présenter un budget nettement moins élevé. Alors, moi aussi, j'ai trois problèmes par rapport à ça et je crois qu'ils se rejoignent largement. C'est d'abord le problème du coût global. Et ça, on vous l'a dit, les différentes cours des comptes montrent toutes, et on ne peut pas les accuser d'avoir une opinion militante sur la question. D'abord, la Cour des comptes en Belgique ne fait pas effectivement une étude approfondie, mais en 2015, en tout cas, elle cloue l'État belge au pilori en étant choqué par l'amateurisme avec lequel il a été décidé d'avoir recours au PPP, en disant en fait l'État belge a recours au partenariat public-privé sans avoir une vraie réflexion sur pourquoi est-ce qu'on le fait. Et alors, elle va même dire que elle n'évalue même pas budgétairement ce que ça va représenter, c'est-à-dire qu'elle fait un choix de principe d'avoir recours au PPP, mais sans pouvoir calculer le montant que ça va lui coûter et sans avoir fait un test de comparaison entre ce que ça lui coûterait en particulier, en ayant recours à des particuliers privés, ce que ça lui coûterait en régie. En 2017, c'est la Cour des comptes française qui, elle, va carrément recommander à l'État français d'abandonner complètement les partenariats publics-privés parce qu'ils sont beaucoup plus chers effectivement que la construction en régie. Et alors, je crois que c'est la même année, la Cour des comptes européenne, et de nouveau, on ne peut pas accuser, je crois, l'européenne pourtant d'être contre la privatisation de certains secteurs publics et contre la mise en concurrence selon les règles du marché, mais qui va dire les États doivent abandonner complètement les PPP parce que c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est de construire en régie. Donc, c'est d'abord un problème effectivement de coût pour la collectivité, ça n'est intéressant pour personne. Pas pour personne de la collectivité, c'est évidemment intéressant pour les consortiums. Le deuxième problème, c'est effectivement le problème du business carcéral qui se crée autour, puisqu'à partir du moment où vous avez un partenaire privé, son seul intérêt, évidemment, c'est de faire de l'argent et pas uniquement d'offrir un service, quel qu'en soit le coût. Il y a une étude qui a été faite sur la prison de Marchand-Famenne, un criminologue qui a été, je crois, pendant 6 mois et qui a pu constater que dans cette prison qui a été construite selon les règles PPP, en réalité, la vie en détention coûtait plus cher que dans les autres prisons pour les détenus, parce qu'effectivement, il y a une logique mercantile derrière. Il y a aussi une logique derrière en termes de promotion, et c'était le cas en 2008. Si vous lisez le communiqué de presse qu'avait fait Stéphane De Clercq, donc le ministre de la Justice de l'époque, qui avait vendu ce master plan et toutes les règles toute la création de prisons selon les PPP, il disait lui-même que ce qui était fantastique avec les prisons, c'est que ça créait de l'emploi et que ça créait, alors en dehors de toute considération sur même la logique pénale et sur la place de la prison dans l'arsenal pénal, il avait totalement évacué ce point-là du débat. Il vendait les prisons en disant c'est formidable, ça crée, alors il donnait un rapport, une prison de, je crois, 400 places créait 500 emplois pour une période d'au moins autant d'années. Et c'est vrai que dans la réalité, on voit qu'en plus des agents pénitentiaires qui, effectivement, eux, sont à charge de l'État parce que c'est vraiment une fonction régalienne, mais il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les agents de maintenance, les cuisiniers, les livreurs, la lingerie qui est éventuellement faite à l'extérieur. Et donc, il y a un business autour de tout ça qui intéresse un ensemble de sociétés. Le problème qui est lié à ça, c'est notamment que ça inscrit clairement la prison dans une logique de marché, et donc, avec ces risques-là, qui sont, qu'en est-il d'une prison qui ne remplit pas
le nombre de détenus pour lesquels elle a été conçue. Est-ce que le partenaire va réclamer une indemnité parce qu'on n'utilise pas correctement sa prison, ou est-ce qu'il y a des indemnités qui sont prévues? C'est le cas notamment aux États-Unis, quand une prison est remplie en dessous de 90%. Alors, c'est sans doute pas le cas de toutes les prisons, parce que chaque État doit avoir ses propres règles, mais il y a des contrats qui prévoient que quand une prison est remplie à moins de 90% de sa capacité, il y a des indemnités qui sont dues. Et pareil, quand une prison est remplie, il y a des indemnités qui sont dues par le partenaire à l'État. Et donc, évidemment, les partenaires ont tout intérêt à faire en sorte que la prison soit remplie au-delà de 90%. Et pareil, quand il y a de la surpopulation, dans certains cas, le contrat de partenariat prévoit qu'il y a des amendes qui sont payées par l'État puisqu'on surutilise un bâtiment dont on a la maintenance. Et donc, évidemment, le partenaire privé, il a tout intérêt à ce qu'on surincarcère et à ce qu'on fasse de la surpopulation puisque ça lui rapporte beaucoup plus d'argent. Et alors, le troisième problème qui est en lien avec cette inscription de la prison dans une logique de marché, qui est le problème de transparence de ces contrats par rapport aux partenaires publics, puisque à partir du moment où vous êtes dans une logique de marché, vous êtes dans une logique d'acteur économique, dans une logique de business, et donc avec toutes les règles qui entourent la logique économique privée, je vais dire la logique de marché, c'est-à-dire une confidentialité sur le prix de ce qu'on négocie, des accords de confidentialité sur pourquoi est-ce qu'on choisit tel prestataire plutôt que tel autre. Et donc, si vous prenez le simple cas de la prison de Haren, il n'existe aujourd'hui aucun parlementaire en Belgique qui a eu accès au contrat négocié entre le consortium CAFASO et l'État belge. C'est-à-dire que plusieurs ont essayé, des questions parlementaires ont été posées. Alors d'abord, les réponses ont été « mais il n'y a pas de contrat ». Et donc on a dit « c'est très bien, s'il n'y a pas de contrat, on arrête puisque tout le monde nous dit que ça va être trop cher ». Alors c'était devenu « non, mais en fait, il n'y a pas de contrat, mais si on arrête, on va devoir payer des indemnités de dédit ». Sauf que les indemnités de dédit, par définition, elles ne peuvent être prévues que par un contrat. Donc il devait nécessairement exister un contrat. Et donc c'est devenu « oui, en fait, il y a un contrat, mais on ne peut pas le gouvernement ne peut pas le communiquer aux parlementaires parce que ce contrat, il est confidentiel, qu'il contient des données chiffrées économiques du prestataire. Or, dans la loi sur l'accès aux documents administratifs en Belgique, il est prévu que le citoyen ne peut pas avoir accès notamment à certains documents lorsqu'il y a des règles de concurrence qui sont à protéger. Et donc, on vient utiliser des règles de transparence administrative qui sont utilisées normalement pour les citoyens pour s'opposer à ce qu'un gouvernement puisse communiquer ses engagements auprès du Parlement, alors que c'est l'essence même dans une démocratie à trois pouvoirs, que le Parlement législatif contrôle l'exécutif. Et donc, finalement, on a dit non, on ne peut pas vous les communiquer. Et alors, la dernière étape, ça a été d'accord, on vous les communique, mais vous devez vous engager à ce que ça reste confidentiel. Et donc, on peut même se demander à quel titre est-ce qu'un parlementaire peut agir de façon confidentielle, puisque en dehors de sa mission de représentation, il ne représente que lui-même. Et donc, ils ont eu finalement accès au texte de façon confidentielle. Et alors, on leur a présenté un contrat qui a été en fait épuré de toutes les mentions utiles pour permettre de contrôler. Donc, le parlementaire devait aller seul dans une pièce. On lui remettait un document de 200 pages. Et en fait, dès qu'il y avait des données chiffrées et des clauses ambiguës, elles étaient entièrement noircies. Et on disait, oui, mais ça, c'est couvert par la confidentialité. Et donc, on ne peut pas vous les donner. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien va coûter la prison de Haren à la collectivité. Et donc, on s'est engagé à payer, l'État belge est engagé à payer, et il n'y a que quelques personnes qui le savent, puisque c'est ceux qui ont négocié le contrat, avec effectivement tous les problèmes d'asymétrie dans les négociations, puisqu'un consortium comme CAFASO en Belgique a l'habitude de négocier à des équipes qui permettent de négocier beaucoup plus que l'État belge. Et donc, il n'y a pas de contrôle sur le budget, il n'y a pas de contrôle sur le coût pour les citoyens et pour la collectivité. Et puis, il n'y a pas de contrôle non plus sur ce qui est prévu en termes de clauses qui pourraient impliquer justement des contraintes sur la politique pénale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des amendes qui sont payées en cas de suroccupation, est-ce qu'il y a des amendes qui sont payées par le prestataire si on utilise en dessous des capacités. Et j'en termine par là, il faut savoir quand même que parmi le consortium de CAFASO, au-delà du fait que le montage fiscal fait que quasi aucune des sociétés présentes dans le groupe CAFASO ne paye d'impôts en Belgique, puisque c'est toutes des sociétés qui sont constituées en holding et qui appartiennent tous à des sociétés de droit hollandais, et on connaît les largesses de l'administration fiscale hollandaise à cet égard-là. Il y a une société qui s'appelle Macquarie, qui est une société australienne, et cette société australienne est connue dans le monde entier comme étant, son surnom c'est le kangourou vampire, parce qu'en fait elle attaque des marchés publics et elle prend tout ce qu'elle peut prendre en termes de finances et elle n'assume absolument pas sa part du contrat. C'est notamment elle qui avait récupéré la gestion des eaux polluées de Londres, je crois que c'était dans les années 2008 jusqu'en 2016,
Et en fait, on s'est rendu compte que les niveaux de pollution des eaux usées avaient explosé à Londres parce que, en fait, les eaux n'étaient tout simplement plus traitées ni épurées. Elle a distribué, je crois, 1 milliard de dividendes sur cette période-là à ses actionnaires, puisqu'à la base, c'est un groupe actif sur la gestion des marchés financiers. Et finalement, avec un résultat que moins bonne, enfin une eau totalement contaminée pour les Londoniens. Il y a eu un procès, elle a été condamnée à payer, je crois, entre 20 et 30 millions de dollars, enfin l'équivalent de 20 ou 30 millions de dollars d'indemnité, ce qui est une goutte d'eau par rapport à ce qu'elle a reversé en termes de dividendes. Et donc, on voit vraiment toute la logique du marché qu'il y a derrière ça, et en fait le choix qu'on fait des prestataires à qui on confie un marché, et en fait aussi le peu de recours qu'on a une fois que le marché n'est pas respecté, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire une fois que la prison aura été construite si tout commence à tomber en miettes? Il sera trop tard, on sera lié avec un consortium et il va falloir faire des procédures pour dire « Ah, mais en fait, il y a une ampoule qui nous a été facturée parce qu'elle a été changée alors qu'il était prévu qu'elle devait tenir 5 ans. » Et on imagine bien que l'État belge ne va pas commencer à lancer des procédures pour chaque ampoule qui va péter. Et donc, effectivement, le gros problème, c'est ce coût-là, cette absence de transparence et cette logique de marché qui s'inscrit dans les prisons. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vos réponses sont super intéressantes, même si, moi, je dois bien l'avouer, à titre personnel, c'est ce genre de réponses qui me rend un peu dingue et qui me désespère parce qu'on sent bien qu'il y a des rapports de force et des rapports d'argent liés à des politiques publiques qui ne devraient pas être liés. Et donc, c'est un peu, on arrive vers la fin tout doucement de cette conférence et on peut à ce stade tirer un constat assez clair, c'est qu'il y a des rapports de force avec l'argent qui nuisent forcément aux classes les plus populaires et qui entraînent un système du coup qui est totalement axé sur ces rapports d'argent. Et donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que c'est possible d'imaginer un monde capitaliste, mais sans prison? Est-ce que c'est possible d'imaginer un monde avec des prisons, mais sans capitalisme? Et qu'est-ce que le capitalisme aurait à perdre au développement de nouvelles formes de justice, telles que la justice réparatrice ou la justice transformative? Transformatrice, pardon. Donc voilà, je lance un gros sujet. Et donc, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir dans vos réponses. Voilà. Anaïs, si tu veux te lancer. Parfait. Donc je commence, même si la question effectivement est très difficile. J'ai un peu peur de vous décevoir. Mais bon, en ce qui concerne est-ce qu'on peut imaginer du coup un système capitaliste sans prison? C'est très difficile à imaginer en pratique. Et c'est vrai que très longtemps, dans ma courte carrière de chercheuse, j'ai eu beaucoup de mal à l'imaginer moi-même. Et plus je vieillis, plus je me dis qu'en fait, moi aussi, je suis abolitionniste, comme beaucoup de gens finalement. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire de la recherche donc sur le système des prisons, qui m'a toujours intéressée, j'ai commencé à faire ma thèse là-dessus. Je m'intéressais en fait au départ aux alternatives à la prison. Donc au départ, je commençais à travailler sur le bracelet électronique, par exemple, le placement sous surveillance électronique, et ça me paraissait super. Enfin, on n'était pas en prison, on restait avec sa famille. Finalement, c'était on gardait des liens avec le travail, ça me paraissait vraiment une peine voilà, beaucoup plus, entre guillemets, humaine, hein, toujours pareil, selon l'adjectif humain un peu, bon, pas forcément bien adapté, que la prison. Et là, du coup, voilà, je me disais, c'est super. En plus, la prison, bon, quand je commençais, j'avais vraiment une perspective extrêmement naïve. Donc, je pensais que, effectivement, le seul indicateur qui montrait que ça ne marchait pas, c'était effectivement les taux de récidive, qui sont par ailleurs extrêmement élevés. En France, on a on peut dire à peu près 2/3 des personnes qui sortent de prison qui seront recondamnées dans les 5 ans suivant leur libération, et même la moitié qui retourneront en prison. Donc en fait, effectivement, c'est complètement un échec. C'est-à-dire que même du point de vue de ça, de ce qu'on met toujours en avant partout, même de ce point de vue-là, ça ne marche pas. Bon. Donc, je me disais, travaillons là-dessus. Et effectivement, donc j'ai rédigé avec 2 co-auteurs un article sur
le bracelet électronique en montrant qu'en France, ça marchait et que toute chose égale par ailleurs, à la même peine donnée, même caractéristique sociale, etc., eh bien, les gens récidivaient beaucoup moins quand ils avaient un bracelet électronique que quand ils allaient en prison. Donc, j'étais donc très contente. Effectivement, ça marche. Ça y est, on avait résolu le problème. Plus de prison, des bracelets pour tout le monde. Mais il y a eu 2 problèmes dans ma trajectoire de recherche. Le premier, c'est d'abord que j'ai lu Foucault. Bon. Et en lisant Foucault, je me suis rendu compte que Foucault, déjà, donc déjà bien avant, on pense toujours qu'on invente tout dans la recherche. En fait, c'est jamais le cas finalement quand on relit. Bon. Et en fait, donc Foucault disait, mais on peut toujours penser aux peines alternatives, mais en fait, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on va faire, c'est étendre le filet pénal sans arrêt à d'autres personnes. Et donc, ça veut dire quoi, étendre le filet pénal? Ça veut dire qu'en fait, mes chers bracelets électroniques, au lieu d'être appliqués finalement, d'être substitués à la prison, c'est-à-dire que des gens ne sont pas incarcérés mais ont un bracelet, eh bien en réalité, ils sont donnés à des gens qui avant auraient eu par exemple un simple rappel à l'ordre, ce genre de choses, et qui maintenant ont un bracelet électronique. Donc en fait, ça étend simplement l'emprise de l'institution judiciaire sur la société. Je n'étais pas ravie de l'apprendre et effectivement, quand on a regardé un peu les chiffres, ça avait l'air d'être bien ce qui se passait en France. Je n'ai jamais pu le prouver formellement, mais en tout cas, on en a quand même bien, l'intuition avec mes co-auteurs, sans qu'on ait pu encore faire d'articles scientifiques, enfin, de recherche à ce sujet. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est quand tu as une conférence à l'école Télécom de Paris. Donc, je présente ces articles très bien devant des gens qui m'avaient l'air tous des chercheurs ou militants, je ne savais pas trop. Bon. Et à la fin, quelqu'un vient me voir et me dit c'est super intéressant vos travaux, est-ce que vous accepteriez de travailler sur ça avec nous? Et m'explique que c'est donc un représentant de la société Thales, qui est une grande entreprise d'armement et qui justement voulait rafler le marché des bracelets électroniques français. Et je ne savais pas qu'il y avait effectivement un appel d'offres ouvert à plein d'industriels. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était extrêmement dangereux, tout compte fait, comme type de recherche. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment tourner kazakh, comme on dit. Donc à vraiment me dire qu'en fait, ces histoires de peine alternative, bon, il fallait en fait sortir complètement de ce genre d'idées. C'est pas ça qui allait révolutionner notre rapport du monde carcéral, et c'est pas ça qui allait nous sortir de ces intérêts économiques dont justement dans lesquels justement on est empêtré. En plus, bon, ça montre au passage le rôle de la recherche dans la définition des politiques publiques, et c'est vrai que je ne sais pas si on peut toujours être fier du rôle social de nos travaux, bien malgré nous, parfois. Bon, donc en tout cas, après ça, qu'est-ce qu'on dit? Bon, bah là, du coup, j'ai cherché d'autres idées. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, la justice restaurative, effectivement, ça a l'air super. Et quand on lit notamment Gwenola Ricordo, que vous avez accueilli ici, ben, on n'est que convaincu par ce qu'elle en raconte. Effectivement, on a du mal à imaginer ça à large échelle, mais en fait, pourquoi pas? Peut-être qu'en fait, on manque juste d'imagination. Je pense qu'en tout cas, il y a plusieurs pistes à faire en pratique assez largement maintenant. C'est d'abord explorer la question, donc première piste déjà, bon, explorer la question du rapport entre prison et hôpitaux psychiatriques. Parce que quand on regarde les chiffres, on remarque qu'en France, on ferme, à mesure qu'on ferme les hôpitaux psychiatriques, on ouvre des places de prison, et je pense que ce n'est pas une coïncidence. Donc on déverse au fur et à mesure des populations qui n'ont rien à faire. Ah, bon, je ne sais pas si des gens ont quelque chose à faire en prison en général, mais en tout cas, celles-ci en particulier n'ont rien à faire du tout en prison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun suivi, plus aucun soin. On a à peu près en France, parfois on estime à 40% la population qui serait atteinte de problèmes psychiatriques en détention. C'est absolument énorme. Donc déjà, première chose, ayons des structures de soins adaptées pour les personnes qui ont ce type de difficultés. Bon, je ne dis pas non plus forcément que les hôpitaux psychiatriques qu'on a fermés avant étaient forcément adaptés, hein, d'ailleurs. Voilà, mais on pourrait en créer des qui le soient, peut-être. Bon, il y a ça, il y a aussi la question effectivement du rapport. Alors, je sais, j'ai moi-même pas forcément d'opinion sur la question parce que je peux en changer d'un jour sur l'autre et vous pouvez me convaincre dans un sens comme dans l'autre, mais il y a effectivement la question du rapport aux stupéfiants qui est une des causes d'incarcération, enfin une des 3 causes majeures d'incarcération en France en tout cas. Et c'est vrai qu'on a tout un flux comme ça d'incarcération qui,
semble, en tout cas, peut-être complètement engorger nos prisons pour quelque chose qui finalement, enfin bref, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question de la légalisation du cannabis peut, à mon avis, pour parler d'elle, être posée. Bon, on commence un peu à la voir émerger. Et troisième piste, mais bon, là j'en viens à une piste beaucoup plus révolutionnaire, c'est-à-dire qu'effectivement, pour abolir la prison, il faudrait en fait réformer complètement le système social, puisque comme on l'a vu un peu au fur et à mesure de nos échanges, hein, la prison, elle est reliée à la protection sociale, elle est reliée au vivre ensemble, elle est reliée au service public, elle est reliée à comment on fait société en fait ensemble, et finalement elle est reliée aussi finalement à la question de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui n'ont pas accès à l'emploi capitaliste qui semble être le saint graal, alors que bon, on pourrait d'ailleurs discuter là-dessus. Donc en fait, il faudrait penser peut-être à une allocation complètement différente des ressources, en tout cas à un modèle qui ne soit pas fondé sur la croissance à tout prix, qui ne soit pas fondé sur le profit à tout prix. Donc là, je mets ma casquette économiste attirée, tel qu'on le fait pas mal dans les médias français en tout cas, et peut-être une piste d'autres types de revenus tels qu'un revenu universel. Mais attention, je ne parle pas du revenu universel dans sa version libérale à 400 € par mois, je parle d'un vrai changement dans les rapports de production et dans les rapports aux ressources. Donc en fait, être abolitionniste, je pense que dans un sens, c'est un peu aussi être un peu révolutionnaire dans l'âme. Ça nous va. Allez. Harold? Eh ben, je vais, ça va être difficile de répondre à chaque question distinctement. En ce qui concerne l'OIP, je vais dire, on a entrepris notre coming out il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus maintenant. Justement, l'OIP s'est jamais vraiment positionné comme étant abolitionniste jusque-là parce que il y avait en son sein des courants différents, des personnes qui étaient plus réformistes et donc qui considéraient que le problème de la prison était davantage les conditions matérielles d'incarcération que la prison en tant que telle. Et en fait, on a lancé un chantier de réflexion là-dessus il y a 2 ou 3 ans. On a présenté le résultat de nos réflexions au Festival des Libertés, dans le cadre d'un débat qui s'appelait « Un monde sans prison, inévitable chaos », pour l'interrogation. Et effectivement, on est arrivé d'abord à la conclusion que systématiquement, toute alternative qui était apportée à la prison ou toute amélioration des conditions d'incarcération ne modifiait pas en fait le problème fondamental qui était la prison et la place de la prison. Et puis au-delà de ça, le problème a débordé au-delà de la prison, puisque la prison est en fait, selon nous, qu'un symptôme ou qu'un symbole de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est en fait le système répressif dans son intégralité. C'est-à-dire que, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, mais le système répressif, il est porteur en lui-même intrinsèquement d'inégalités et il est porteur d'intérêts qui servent une certaine partie de la population et qui ne servent pas l'intégralité de la population. Et donc, à partir de ce moment-là, vouloir réformer l'institution carcérale, c'est en réalité une quête vaine, puisque quelque part, aussi confortable que soit votre cellule, à partir du moment où on vous considère comme, pour simplifier, un inadapté social, vous n'allez jamais pouvoir intégrer une place dans la société, ou en tout cas être considéré comme un individu qui a le droit à une place à part entière de la société. On parlait tout à l'heure effectivement des hôpitaux psychiatriques, avec toute la critique aussi qu'en fait Foucault sur l'usage de l'hôpital, la façon dont on considère les fous, l'usage de l'hôpital, qui fait partie de l'intégralité de ces dispositifs contraignant. On constate aussi qu'en prison, il y a une volonté de plus en plus de psychiatriser justement l'individu. Et en fait, tout individu, sous prétexte qu'il est déviant par rapport à la norme, alors on va dire la norme dominante, la norme capitaliste en fonction, mais qu'il est déviant par rapport à la norme qu'on veut nous imposer, on est dans une tendance à chercher systématiquement un problème psychiatrique ou une faille psychiatrique. Et ça se lie notamment avec l'inflation terrible des rapports d'expertise psychiatrique qu'on voit dans les dossiers pénaux. Et de façon assez intéressante, il y a un recours quasi systématique à l'expertise psychiatrique pour les cas les plus graves, avec une volonté de vouloir expliquer par la psychiatrisation de l'individu la raison de son refus de se plier à la règle et de s'écarter systématiquement des règles. Et en fait, dans aucun dossier,
et je pense que vous pouvez en parler aux avocats que vous connaissez autour de vous, dans aucun dossier, vous n'allez trouver une expertise sociologique du problème. Et donc, il ne va pas y avoir de représentation de, tiens, ben, par exemple, statistiquement, si un profil particulier se retrouve en prison, c'est qu'il y a au départ de tout ça certains déterminismes sociaux. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un déterminisme contre lequel il n'y a rien à faire et que l'individu est complètement dépourvu de toute possibilité d'aller à l'encontre de ça, mais il y a malgré tout des facteurs qui font que clairement, quand vous naissez, pour caricaturer, pauvre, étranger, avec un accès à la culture limité et sans éducation, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver en prison. Et en fait, ce qui nous a paru intéressant, c'est que selon nous, la logique qu'il y a derrière, c'est l'illustration même de la logique capitaliste et en tout cas de la logique libérale, où vous avez une responsabilité à outrance de l'individu. L'individu est toujours seul et unique responsable. Il est responsable de trouver son travail, il est responsable de s'inscrire dans un système scolaire et de le suivre jusqu'à terme. Et quand il rate ou qu'il échoue, ça n'est jamais le système scolaire qui est inadapté, c'est l'individu qui est inadapté au système scolaire et qui refuse de s'y adapter. Il est responsable donc de trouver son emploi, il est responsable d'être en bonne santé, avec tout ce qu'on sait sur la volonté, par exemple, de limiter l'assurance mutuelle et de l'envoyer vers des assurances privées. Et tout ça participe à cette logique libérale, ou en tout cas d'un monde de plus en plus à droite, où on considère que l'individu est un individu qui est libre de faire ses choix de façon pleine, enfin en pleine conscience, et que donc il est responsable de tout ce qui va lui arriver et qu'il n'y a jamais de responsabilité de la société derrière. Et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un système pénal, est-ce qu'un système capitaliste peut survivre sans la prison? Ça me paraît compliqué puisqu'elle se priverait, ou alors il faudrait que ce soit remplacé par d'autres mécanismes de contrôle, mais elle se priverait d'un outil de contrôle qui est pour l'instant indispensable. Est-ce qu'une prison peut exister dans un monde non capitaliste? Je pense que oui, c'est juste qu'elle aurait sans doute d'autres fonctions que celle qu'elle a aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut repenser le monde actuel sans les prisons? Ben, en tout cas, pour l'OIP, on est persuadé que c'est une réponse et que c'est une réponse qui est d'ailleurs à l'essai dans certains pays, avec des résultats tout à fait satisfaisants. On évoquait la problématique des stupéfiants tout à l'heure. Le Portugal est tout à fait pionnier en la matière puisqu'il a décidé de dépénaliser et de sortir de l'arsenal répressif la consommation de stupéfiants, quel que soit le stupéfiant. Donc, on va bien au-delà du cannabis. Ça va du cannabis jusqu'à ce qu'on considère des drogues comme étant les plus dures, et avec des résultats tout à fait satisfaisant dans la mesure où on constate que en fait, la consommation de stupéfiants a diminué au Portugal dans les populations plus jeunes et plus fragiles. Et en fait, on a décidé de faire passer le secteur de la consommation, je vais dire, des stupéfiants depuis le modèle répressif vers un modèle de soins, en considérant que c'était avant tout un problème de santé publique. Et donc, on est persuadé qu'il faut effectivement renverser les paradigmes à travers lesquels on réfléchit. Et notamment sur la possibilité d'étendre les modèles de justice restauratrice. C'est un peu la logique qu'a développé Luc Hulsmann, qui est aussi encore un sociologue, qui pour lui, il préconisait justement de remplacer le système pénal par, en fait, lui substituer le système judiciaire civil, c'est-à-dire mettre en relation deux individus entre lesquels il existe un conflit et éventuellement une obligation de l'un de réparer un tort qu'il a causé à l'autre, mais exclure le rôle de la société dans cette équation-là. Et effectivement, donc, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce qu'est le capitalisme à y perdre, c'est que le capitalisme perd son outil de contrôle puisqu'il n'intervient plus à ce moment-là dans l'équation, c'est juste une équation entre deux individus. Et donc, c'est un risque que pour lui et pour nous, c'est une véritable opportunité sur laquelle il faut travailler. Ok, ben merci beaucoup à vous deux pour vos réponses qui sont tout de point bien claires. Personnellement, je trouve ça agréable d'avoir une question et de sortir avec une réponse qui donne aussi des perspectives et bien argumentées. Alors, on est arrivé au bout des questions que nous avions préparées. Et donc, on a déjà reçu quelques questions du public. Je propose de passer directement à ces questions-là. Notamment, Chloé qui nous demande, est-ce que vous observez ou est-ce que ça vous inquiète la tendance à carcériser l'ensemble de la société, par exemple, quand on arrête des sans-abri, des dispositifs technologiques de contrôle, la criminalisation
des militants, etc. Est-ce que ce n'est pas une espèce de nouvelle phase du capitalisme? Voilà, c'est aussi une question large. Et, je pense que clairement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extension du filet pénal. C'est-à-dire que toute alternative qu'on va proposer au système pénal est en réalité pas une alternative, mais une addition. Et donc, pour que ce soit véritablement une alternative, il faut qu'elle vienne remplacer ce qui existe. Et on constate effectivement qu'elle ne remplace pas, mais qu'elle s'ajoute à côté d'eux. Et donc, effectivement, vous avez… Mais c'est dans la logique de ce qu'on expliquait tout à l'heure, en tout cas selon l'explication qu'en fait Foucault, c'est que l'objectif de tout ça, alors c'est pas un objectif de nouveau, hein, j'insiste, c'est pas un objectif avoué de quelques individus derrière un bureau qui travaillent à contrôler le monde, c'est une logique de système. Et l'objectif de ce système, c'est d'avoir un mécanisme de contrôle de plus en plus large sur des individus qu'on considère comme non productifs ou non adaptés à la société capitaliste. Et donc, effectivement, les militants, puisqu'ils veulent quelque part renverser l'ordre tel qu'il existe aujourd'hui, les sans-papiers, puisqu'ils ne sont pas suffisamment contrôlables, puisqu'à par définition, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'existence reconnue sur le territoire et ils menacent quelque part un équilibre de marché, les sans-abri. Et donc, tous les nouveaux mécanismes de contrôle permettent d'identifier ce type de problématiques pour le système dominant et donc conduisent effectivement à beaucoup plus d'incarcération pour la bonne et simple raison que là, je reprends l'exemple du bracelet électronique, par exemple, on se rend compte, en tout cas en Belgique, il y a des études qui ont été menées par rapport à ça, sur les alternatives avec effectivement d'une année à l'autre l'évolution du nombre de peines qui sont prononcées et on voit clairement que le bracelet électronique ne vient pas remplacer la peine de prison, mais vient par exemple remplacer des peines de travail qui étaient prononcées. Et donc, on voit très clairement que le bracelet électronique vient en fait punir des gens qui n'auraient pas été punis par le système pénal avant parce qu'on considérait justement que la peine de prison n'était pas nécessaire ou pas adaptée à la situation. Mais on se dit, mais finalement, on a une mesure à moindre échelle qui est la surveillance électronique. On rajoute un dispositif de surveillance et avec le double effet pervers qui est d'une part, on rajoute du contrôle et donc potentiellement une nouvelle personne contrôlée et donc à emprisonner si elle ne respecte pas son dispositif, là où la personne n'était pas contrôlée de façon continue avant, et d'autre part, une sanction encore plus sévère si elle ne répond pas à son dispositif, parce que soit elle ne va pas respecter son dispositif et le juge qui va prononcer une peine va considérer que quelque part, elle trahit la confiance que le système met en elle et la bonté qu'on a eue de lui donner qu'une surveillance électronique. Et même si elle a respecté son bracelet électronique, mais qu'elle récidive par la suite, on va dire ah ben, le bracelet électronique n'était pas suffisant, on va taper fort cette fois-ci. Et donc le double effet pervers qu'on mette en prison finalement des gens qui n'y rentraient pas avant et qu'en plus on les met en prison pour des périodes encore plus longues. Mais, oui, tout à fait. Si je peux juste me permettre donc je suis totalement d'accord et c'est tout à fait clair. J'avais juste un petit élément d'optimisme à apporter pour une fois, c'est que effectivement, je ne sais pas si c'est forcément pire qu'avant ou si c'est forcément totalement différent, parce que c'est vrai que tout ce constat de criminalisation, enfin d'incarcération ou d'arrestation des sans-abri, etc. Bon, on le retrouve dans l'histoire, on trouve dès le XVIe siècle dans l'Angleterre la criminalisation des vagabonds, leur enfermement dans ce qu'on appelait au XVIIe siècle les working houses où ils étaient obligés de travailler gratuitement pour le compte de l'État anglais. Donc on a en fait ces logiques de contrôle des marges de la population. Je pense qu'on peut la retrouver dans l'histoire à différentes périodes. Je ne sais pas si c'est très optimiste de dire ça, mais en tout cas, c'est pas forcément pire, c'est peut-être différent. Et effectivement, ce qui change, à mon avis, c'est cette histoire de contrôle potentiellement plus informatisé, ou en tout cas, Foucault aurait dit le panoptique, hein, le fait de contrôler la population sous tous ses angles, est beaucoup plus peut-être diversifié aujourd'hui par notamment les données numériques, les éventuels… voilà, on entend parler… bon, alors je ne connais pas forcément, mais donc je vais éviter de trop m'étendre là-dessus, mais tout ce qui est un peu dispositif de contrôle en Chine, etc., où on se dit que c'est insupportable. Bon, donc tout ça, effectivement, je laisserai des spécialistes en parler, mais ça, on a effectivement peut-être une phase un peu différente, mais pas forcément de nouveautés sur les objectifs, comme on dit depuis le début. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein. Voilà, vous déciderez. Oh, à ce stade, on n'est plus à ça près. Hein. C'est en tout cas une nouvelle. Oui. Ben, merci beaucoup encore pour cette réponse. On a encore quelques questions. Donc,
si demain, la Belgique était condamnée par la CEDH, encore une fois, hein, on ne va pas se mentir, à fermer toutes ces prisons, qu'est-ce que vous aimeriez imaginer à la place, notamment comme politique de sécurité? Là aussi, faites-vous plaisir, on est là pour ça. Ouais. Je vous laisse avoir le répondre parce que c'est la Belgique. Donc, Mais nos détenus viendront chez vous. Hein. Voilà, je vais mettre d'accord sur une politique. Après, on en reparlera. C'est vrai. Alors, je vais essayer de répondre sans me dérober. Et en même temps, je ne veux pas tomber dans le piège qu'on nous pose souvent en disant « Oui, mais vous êtes contre la prison, mais qu'est-ce que vous proposez à la place ?» Parce que c'est une façon, quelque part, de responsabiliser le particulier sur l'obligation d'aller apporter une solution à un problème, là où, en réalité, on lui demande généralement pas son avis sur toute une série de choses. On ne demande pas l'avis du particulier sur, par exemple, la politique d'investissement étranger de la Belgique dans des pays en guerre, etc. Donc, simplement, en matière carcérale, il y a une telle acceptation de la politique répressive que là, on va dire, vous avez l'obligation, si vous dites que vous êtes contre la prison, de proposer une alternative. Et ça, on veut l'éviter, au même titre qu'on considère que si je vous dis je suis contre la torture et je suis contre le fait de torturer des personnes pour obtenir des informations, par exemple dans des procédures judiciaires, il n'y a personne, ou en tout cas personne de sensé, je pense, qui va me dire d'accord, mais par quoi est-ce qu'on remplace la torture? C'est-à-dire qu'on peut être contre une institution qu'on estime coûteuse, inefficace, injuste et sur certains aspects antidémocratiques, sans proposer forcément une alternative. Pour autant, ce que nous, on met en avant, c'est le fait que, bien plus qu'une alternative à la prison en termes de sécurité, ce qu'il faut, c'est repenser la nécessité de sécurité au sein de la société, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on estime qu'on est en sécurité en société. Et pour nous, il y a des tas de situations insécurisantes ou de problèmes de sécurité qui se posent et pour lesquels je veux dire, les individus acceptent parfaitement leurs conditions. Il faut savoir quand même que ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance, c'est en réalité la proportion d'affaires ou de dossiers qui sont répertoriés et qui ne sont jamais traités par la justice. L'immense majorité de la délinquance, ou de ce qu'on appelle la délinquance, l'immense majorité de la délinquance aux yeux des règles actuelles de ce qu'est un délit, elle n'est simplement pas traitée par le système pénal. Parce qu'elle échappe à la vigilance, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens humains de le faire. Ce qui veut dire qu'en réalité, vivre dans l'idée que si on fermait les prisons et qu'on laissait les gens ressortir, alors sauf quelques individus, on est bien d'accord, hein, mais que la majorité des gens ressortaient, on vivrait dans un monde tellement plus dangereux, c'est une illusion parce que la majorité des personnes qui commettent des délits sont déjà en liberté puisqu'elles ne sont simplement pas interpellées par le système pénal. Et donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pour ça que Foucault a recours de nouveau, on ne parle que de lui, hein, mais en prison, c'est difficile d'y échapper. Il a recours à la notion d'illégalisme plus qu'à la notion de délit. C'est qu'il dit, en fait, les illégalismes, ce sont des façons d'échapper à la norme, alors pas uniquement la norme juridique, ou de contourner la norme, et qui sont différentes en fonction de la classe à laquelle vous appartenez, et qui vont apporter une réponse différente. Je prends un exemple très simple, on parle de dangerosité. On a tous entendu parler, il y a de ça 5-6 ans, du Dieselgate, le scandale de chez Volkswagen. Volkswagen a truqué ses moteurs et pas pour le faire, mais avec la conséquence que ça a empoisonné des milliards d'êtres humains sur la planète, puisqu'a priori leurs voitures sont vendues partout. Et donc, avec la conséquence qu'on connaît, qui est, finalement, je crois qu'ils ont payé une amende et que les poursuites se sont arrêtées là et qu'aujourd'hui, ils recommencent, en tout cas, ils poursuivent tout à fait leur vente, leur chiffre d'affaires, ils ne sont absolument pas menacés dans leur existence. Et donc, dire que l'insécurité, elle vient des personnes qui sont en prison, c'est une notion toute relative. Et donc, la réponse que j'apporterai, c'est repensons la notion de sécurité, repensons la notion de délinquance et abordons le sujet sous un autre angle que celui simplement l'individu qui a volé est dangereux et qu'est-ce qu'on fait? Reposons la question de savoir est-ce que l'individu qui vole est véritablement dangereux? Du coup, moi, j'ai quasiment rien à ajouter. En tout cas, je trouve que Harold est vraiment un avocat, en tout cas, de l'abolitionnisme excellent.
Mais effectivement, ça rejoint exactement la question de quand on se positionne comme anticapitaliste, directement, on va dire oui, mais à part le capitalisme, qu'est-ce que tu mettrais à la place? Et puis bon, la Corée du Nord et l'URSS. Et c'est vrai que penser des alternatives, c'est toujours effectivement extrêmement compliqué, parce que le capitalisme, ou comme le système carcéral, etc., ne s'est pas fait non plus comme ça sur un coin de table en un jour par une personne qui y a pensé. Donc en effet, c'est là où il s'agit exactement de mettre un peu nos idées en commun. Bon, moi, je reste persuadée, en tout cas à titre personnel, déjà de tout ce que vient de dire Harold, je suis entièrement d'accord. Voilà. Et je reste persuadée également que bon, bah, effectivement, autre système par rapport à la sécurité veut dire également autre système économique, qu'il y a vraiment une relation entre les deux. Et notamment, on ne pourra pas... en tout cas, je pense que si on abolit les prisons un jour, il faudra aussi repenser totalement notre manière de fonctionner. Et là, bah, là encore, hein, je n'ai pas forcément d'idée clé en main, hein, mais bon, peut-être on refera la conférence peut-être dans 30 ans, quand j'y aurai bien réfléchi, si vous le permettez. Mais pour l'instant, en tout cas, effectivement, bah, je peux faire que lire un peu des gens qui réfléchissent aussi, comme Lordon, Friot, etc. Mais je ne peux guère aller plus loin. Mais de mon côté, il y a un argument face auquel, comme je vois que Harold a beaucoup d'arguments pour et très, très convaincant, je me permets moi-même de poser une question qui m'est souvent posée et qui est un peu retort. C'est la question à laquelle je n'ai pas forcément de bon argument, je trouve, à mon sens, c'est la question de la justice restauratrice. Finalement, c'est je vois tout à fait l'idée, je vois tout à fait comment on peut le mettre en place, etc. Notamment, on voit les exemples québécois, ce genre de choses. Mais quid, par exemple, des gros rapports de force? Là, tu citais notamment le Dieselgate. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourra faire à l'avenir? Bon, déjà, là, ils sont déjà pas en prison de toute façon. Donc, c'est même pas une question de prison ou ça, de toute façon. Mais dans un monde où on fonctionnerait plus par justice restauratrice, ne serait-ce pas un tout petit couteau face à un énorme monstre? En fait, ma question est même plus large. Enfin, mais bon, du coup, je la pose aussi à moi-même parce que je suis aussi intervenante, j'en ai bien conscience. Mais la question, c'est même comment pourra-t-on un jour lutter contre ce type de rapport économique de force, comme voilà, les intérêts du Mediator. Aujourd'hui en France, on a un grand procès sur l'entreprise du Mediator qui tue des gens au quotidien et qui sont à peine écorchés à la fin. Donc moi, j'ai l'impression, ma réponse serait de dire on n'y arrivera pas tant que le système est capitaliste. Mais c'est énervant parce qu'en même temps, on n'arrive pas à s'en sortir du capitalisme. Donc as-tu par hasard une meilleure réponse, Harold, que la mienne? Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse, mais c'est une question qu'on n'avait pas encore posée. Alors, je suis pris de court et je n'ai pas de réponse clé sur porte à cette question, mais je pense que c'est peut-être l'occasion, effectivement, de reposer la question de la place de l'État et du pouvoir public dans cette procédure judiciaire et de se demander si, justement, le rôle fondamental de l'État dans une procédure judiciaire, est-ce qu'il n'est pas justement de préserver l'égalité dans la discussion entre les parties et d'éviter qu'un mastodonte tel un groupe pharmaceutique puisse imposer quelque part ses conditions de négociation par rapport à des gens qui n'ont pas grand-chose. Et donc, alors, reste encore à définir comment est-ce que l'État peut rétablir cette égalité-là. Mais je pense que c'est peut-être là que l'État a encore une place dans le système judiciaire. C'est justement s'assurer notamment que s'il y a des rencontres et des dédommagements, des excuses qui doivent être fournies, ça ne se fasse pas de n'importe quelle façon et à n'importe quel prix. Oui, tout à fait. Mais ça, oui. Je continue d'y réfléchir, mais en tout cas, c'est une très bonne piste. Ben voilà, merci beaucoup pour vos réflexions comme ça en direct, c'est super intéressant. Je pense qu'on peut commencer tout doucement à clôturer. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire une phrase de conclusion ou s'il y a quelque chose que vous voulez partager avec nous. Donc, de mon côté, on a quand même pas mal fait le tour. C'est-à-dire que j'espère qu'on y arrivera un jour. Alors, vous l'avez compris, c'est un chantier. Hein, c'est-à-dire que... Voilà, en fait, je trouve qu'on a une position qui est extrêmement dure quand on défend cette position-là. C'est qu'effectivement, on va tellement contre les lieux communs qui sont sans arrêt martelés dans tous les discours médiatiques avec la montée de partis notamment d'extrême droite, mais de droite en général partout en Europe, qu'on passe toujours pour les illuminés du coin.
je ne pense pas qu'on soit spécialement illuminé, mais effectivement, j'en conviens tout à fait, c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est pas, voilà, on n'a pas choisi la facilité dans ce débat, mais en tout cas, je vous remercie. J'aimerais vous remercier beaucoup pour l'invitation, pour avoir mis ces thèmes-là à l'ordre du jour. Je dois dire que je n'ai encore jamais parlé de ça dans une conférence française, de dire que les Belges sont de grands gauchistes. Et bien, en tout cas, là, voilà, c'est la rumeur que je laisserai circuler à Rennes 2 à partir de demain. Moi, si je peux terminer sur peut-être une petite note d'optimisme, je pense que le sujet abolitionniste est un sujet qui est assez récent et qui gagne assez rapidement du terrain, en tout cas pour ce que je constate dans ma vie de militant, je vais dire. Et surtout, c'est un sujet dont s'empare de plus en plus ce que je vais appeler au sens large des autorités, c'est-à-dire aussi bien bon, je sais qu'écologie va me dire qu'ils n'ont aucun lien avec écolo, puisque les groupes politiques et les groupes politiques juniors, entre guillemets, se plaisent à dire qu'ils n'ont pas de lien pour éviter les prises de position des uns et des autres sans tâche. Mais pour autant, on a été invité aujourd'hui par écologie, on a été invité cette fois-ci par des parlementaires du Parti socialiste, on est invité par une série de parlementaires écolos aussi d'ailleurs. Donc, des autorités commencent véritablement à se poser des questions par rapport à ça et à s'emparer du débat, même s'ils ne suivent pas forcément les mêmes thèses que nous, parce que nous, on peut se permettre d'être plus radicaux. Ils s'emparent du débat, mais au-delà de ça, ça contamine aussi le monde judiciaire. C'est-à-dire que on a, par exemple, des communiqués de presse qu'on produit à l'OIP et des avis qu'on dépose, qui sont relayés par les plus hautes autorités judiciaires et qui sont utilisés pour obtenir soit des libérations de particuliers parce qu'on considère que la situation en prison est telle qu'il ne se justifie plus de maintenir des personnes dans ces conditions-là, soit récemment un avis d'un avocat général à la Cour de cassation qui a repris le texte qu'on avait publié pendant la première vague sur les conditions d'incarcération en période de pandémie, et qui considérait, dans le cas qui était soumis, qu'il fallait conduire à estimer que les décisions qu'on avait prises n'étaient pas suffisamment motivées. Les rapports de l'OIP ont été régulièrement cités par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, il y a des académiques qui reprennent nos sujets, beaucoup même, alors particulièrement dans les facultés de criminologie, et ça depuis longtemps, mais ça déborde largement maintenant la faculté de criminologie, ça s'étend dans les facultés de droit où on re-questionne la place de la prison, et puis d'anciens juges, d'anciens hauts magistrats qui aujourd'hui prennent clairement position en se déclarant ouvertement abolitionnistes, alors avec peut-être plus de réserve, peut-être plus de nuances sur la position que nous on tient, mais la note d'espoir que j'ai envie de voir là-dedans, ou de positivisme, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet, et que si on arrive à toucher les gens avec cette question-là, je crois que c'est par là qu'on commence à faire bouger les choses, c'est en posant des questions et en remettant en question ce qui peut paraître des évidences pour la plupart des gens. Ok, merci beaucoup. Au risque de me répéter, je vous remercie vraiment pour vos interventions très intéressantes et la clarté de vos réponses. Et d'ailleurs, on me dit à l'oreillette que le public a fort apprécié cette conférence et que toute l'équipe apprécie vos prises de position claires, ce qui n'est pas toujours le cas quand on reçoit des intervenants. Donc, c'est super agréable. Je vais peut-être essayer de synthétiser cette conférence qui est assez dense. Donc, capitalisme et système carcéral sont étroitement liés. Ça ressort de plusieurs éléments, notamment, on peut le voir dans le code pénal où le vol est plus durement sanctionné que d'autres infractions. En termes sociologiques, on le voit aussi, par exemple, au niveau des catégories, si je puis m'exprimer comme ça, de personnes qui sont dans les prisons. On voit qu'on peut faire des liens un petit peu de cause à effet entre scolarité et accès à la prison. Ce système exclut une partie de la société et donc en cela il n'est pas égal et ne le sera jamais. En termes d'alternatives, on parle de justice restauratrice, de peine alternative, mais fondamentalement ce qu'il faut c'est repenser alors le système, parce que toutes les questions de capitalisme et de prison renvoient en fait à notre conception de la société, et donc il faut également repenser la notion
de sécurité au niveau de notre société, cette façon de penser. Et donc, à partir de cette refonte de notre pensée, alors là, tout le champ des possibles est à imaginer par nous, par vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite la semaine prochaine, et j'invite notamment nos éminents intervenants, s'ils le souhaitent, à venir la semaine prochaine avec nous rédiger des propositions et brainstormer en tout cas sur le sujet. Je rappelle à tout le monde que par souci de facilité, c'est mieux de s'inscrire pour la semaine prochaine afin de pouvoir organiser cela au mieux. Et donc, voilà, j'arrive au terme de ce que j'avais à dire. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la réflexion sur des propositions plus concrètes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Et là,